à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire de l'enseignement de l'Institut Pasteur. Nous allons écouter aujourd'hui Chiarella Materne qui va nous parler des contributions des sciences humaines et sociales dans la réponse aux épidémies. Donc, je vous rappelle que ce webinaire de l'enseignement est organisé par le département de l'enseignement à l'Institut Pasteur avec l'association des anciens élèves de l'Institut Pasteur et également avec le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie, qui regroupe plus de 1000 établissements universitaires sur tout le continent, sur tous les continents. Je suis Clémentine Schift, je suis responsable de l'enseignement numérique et je suis aujourd'hui accompagnée de Monica. Enchantée, Monica Sala, directrice de l'enseignement à l'Institut Pasteur. Et vraiment un grand plaisir de vous avoir en ligne pour ce séminaire d'envergure. Donc, profitez. Voilà, j'en rajoute tout de suite aussi que nous profitons en fait de ce webinaire pour lancer notre MOOC sur les sciences humaines et sociales dans les épidémies. Donc c'est un cours en ligne massif qui a été dirigé par Chiarella de l'Institut Pasteur de Madagascar, avec Cyrine qui est également à l'Institut Pasteur de Madagascar, et Hichem qui était en Tunisie et qui est maintenant en Bulgarie, à l'Institut Pasteur aussi. Donc voilà, c'est un MOOC que nous avons tourné en français, sous-titré en anglais, et Chiarella ne manquera pas de vous le rementionner au cours du webinaire. Voilà, je vais commencer la petite intro sur Chiarella pour vous parler de son parcours. Donc, Chiarella Materne est anthropologue de la santé et spécialiste en transfert de connaissances. Elle est titulaire d'un PhD en anthropologie et elle coordonne de nombreux projets de recherche internationaux et interdisciplinaires à l'Institut de Madagascar. Elle y dirigeait jusqu'en août 2024 l'équipe santé et sciences sociales et ses travaux portent principalement sur l'anthropologie médicale, la santé maternelle et infantile et les maladies infectieuses. Elle est chercheur associé au CEPED, Centre Population et Développement, et au LAAP, Laboratoire d'anthropologie prospective de l'Université catholique de Louvain. Elle a également enseigné à l'Université catholique de Madagascar et collaboré avec Médecins du Monde Madagascar. Eh bien, Chiarella, si tu es prête, je vais te laisser la parole. Voilà, on espère que tout va bien se passer. La connexion de Chiarella n'est pas extraordinaire, mais on espère bien que tout va bien se passer. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. En effet, la connexion est pas très stable. On a de la chance d'avoir l'eau et l'électricité et c'est pas tous les jours. Et là, au moins, on a déjà 2 jours sur 3. Donc, réjouissons-nous déjà de ça. Je vous remercie, merci Clémentine de me donner la parole. Merci aussi à Monica Sala de cette opportunité d'intervenir dans votre webinaire. J'ai le plaisir de collaborer avec votre département de l'enseignement depuis plus d'1 an sur ce MOOC justement dont parle Clémentine et dont je parlerai aussi tout au long de ce MOOC et puis tout au long de cette présentation puis à la fin de mon intervention. Et c'était déjà un travail d'interdisciplinarité de travailler avec votre équipe et qui s'est absolument bien passé. Donc, c'était une vraie joie. Donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est un sujet d'actualité puisque, comme vous le savez toutes et tous, les épidémies sont un peu le lot de notre quotidien aujourd'hui. Et il y a eu un webinaire début novembre qui a été réalisé par Antoine Jessin sur Mpox et qui prônait aussi un peu les questions interdisciplinaires comme elles traverseront dans ce webinaire. Donc, je m'appelle Chiarella Materne, je suis enchantée d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis anthropologue spécialisée dans les thématiques de santé. Je suis à Madagascar depuis 2008 et comme le disait Clémentine, jusqu'à peu, j'étais responsable de l'équipe santé et sciences sociales au sein de l'unité d'épidémiologie et de recherche clinique à l'Institut Pasteur de Madagascar. Et donc, je viens de clôturer ma 12e année à l'Institut Pasteur comme responsable de l'équipe santé et sciences sociales. Aujourd'hui, c'est Elio Rakutumanan, qui est d'ailleurs connecté aujourd'hui, qui est le responsable et qui a repris la tête de l'équipe. Donc, j'ai été recrutée en 2012 par l'Institut Pasteur de Madagascar pour collaborer au départ sur un projet interdisciplinaire et situé dans différents pays sur le paludisme. L'occasion, du coup, m'était donnée à ce moment-là d'amorcer un dialogue qui allait durer pendant 12 ans avec des épidémiologistes, avec des médecins, des biologistes spécialisés en parasitologie, des entomologistes. Et cette expérience dans le champ de la santé s'est vraiment très, très bien passée. J'ai eu la chance d'être encadrée
et de collaborer avec une équipe très ouverte et très familière aux intérêts et aux apports des sciences sociales, ce qui n'a pas été forcément le cas dans le reste de ma carrière. On en parlera aussi un petit peu plus tard. En 2017, nous, équipe santé sciences sociales, on a été mobilisés aux côtés d'institutions internationales pour participer à la lutte contre l'épidémie de peste pulmonaire qui s'abattait sur Antananarivo et Thomas, les deux plus grandes villes de l'île. La gestion des épidémies devient alors un axe majeur de la recherche de notre équipe santé sciences sociales. Dans cette présentation, vous le verrez, je vais vous proposer un regard qui est le mien, qui est bien sûr nourri aux références multiples et riches de mes collègues anthropologues et d'autres disciplines. Je vais tenter d'allier à la fois des éléments empiriques et des éléments théoriques. La question est donc ici de savoir quels sont les apports des sciences humaines et sociales dans la compréhension de phénomènes en santé et de proposer des réflexions sur comment faire dialoguer les sciences humaines et sociales avec la gestion des épidémies. Slide suivante. Voilà, juste une petite introduction à cette slide. Outre, bien sûr, la morbidité et la mortalité qui est liée au Covid, on se souvient tous des conséquences concrètes de la pandémie sur nos vies qu'a induit le virus. On a tous été plus ou moins exposés, tous plus ou moins impactés, mais pour une première fois dans l'histoire de l'humanité, nos quotidiens ont tous été régis, et on s'en souvient tous, de manière plus ou moins traumatisante, par des mesures de prévention qui ont drastiquement modifié nos liens sociaux. Le port du masque, le confinement, distanciation sociale, exposition à des rumeurs, mais aussi exposition à des informations et aux infodémies. Plus que jamais, du coup, surtout au début de la pandémie, l'humain est placé au cœur de la pandémie et l'épidémie devient centrale dans nos vies. Elle mobilise nos croyances, elle mobilise nos sens, elle fait émerger des peurs et des incertitudes. On tente à ce moment-là, si on s'en souvient bien, de justifier tout ce qui est inexpliqué avec des éléments qui font sens pour nous et on négocie avec ce qui ne nous paraît pas logique. Cette épidémie, du coup, nous rappelle à quel point les systèmes de santé sont des systèmes qui sont sociaux et qui s'inscrivent dans des logiques et dans des raisonnements collectifs et individuels. Alors, je vais du coup structurer ma présentation en 3 parties majeures. Du coup, Léo, si tu veux bien repasser à la slide d'avant, s'il te plaît. Non, d'avant. Voilà. Je vais du coup structurer ma présentation en 3 parties. D'abord, je vais commencer par ce qu'on entend par sciences humaines et sociales, parce que même si beaucoup de gens sont très intéressés ou ont entendu parler, sont un petit peu familiers, il y a un cadrage qui reste à faire. Ensuite, je vais, dans un second temps, vous partager des réflexions autour d'un écueil qui, à mon sens, reste problématique, c'est l'instrumentalisation des sciences humaines et sociales par différents acteurs, notamment les bailleurs et des chercheurs biomédicaux alliés dans la recherche sur les épidémies. Et enfin, je vous parlerai du mouvement d'institutionnalisation des sciences humaines et sociales au sein du Pasteur Network. Vous verrez que pendant toute ma présentation, je mobilise des éléments qui proviennent de terrains qui se sont déroulés en contexte épidémique, mais pas que, parce qu'à mon sens, travailler sur la santé, c'est également travailler sur les épidémies, c'est un phénomène de santé, et donc vous verrez qu'il y a aussi des exemples qui sont tirés des expériences pré- ou post-épidémiques. Voilà, donc slide suivante, Léo, s'il te plaît. Donc, il me semble important à ce stade-ci de d'abord faire un espèce de cadrage autour de ce que sont les sciences humaines et sociales. Donc, les sciences humaines et sociales, c'est un ensemble de disciplines qui regroupe l'anthropologie, la sociologie, la géographie, comme vous pouvez le voir sur cette figure. Elles sont toutes fondées sur l'enquête. Donc, l'enquête de terrain, c'est ce qui fait la base, le socle de base de toutes ces disciplines, qu'elles soient des enquêtes qualitatives ou quantitatives. Elles ont toutes des références théoriques spécifiques, des préoccupations opérationnelles spécifiques, des méthodologies aussi qui sont les leurs. On pourrait débattre longtemps de la valeur heuristique de l'une sur l'autre, ou bien en questionnant par exemple les biais liés à la représentativité qu'elles permettent ou qu'elles ne permettent pas, mais ce n'est pas l'objet ici. Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces questions-là, je vous invite à lire notamment les travaux de Jean-Pierre Olivier de Sardan qui sont très détaillés sur ce qu'on entend par sciences sociales, notamment sciences sociales qualitatives. Donc on le voit sur cette figure,
Ces disciplines peuvent être classées dans un espèce de continuum qui va depuis la gauche à la droite, du milieu académique dans lequel la recherche se passe en milieu académique, jusqu'au milieu pratique sur la droite. Donc les sciences humaines et sociales sont plus ou moins opérationnelles en fonction de l'endroit où elles se situent dans ce continuum. Vous voyez aussi que l'auteur, Bardoche et ses collègues, ont tenté ici de mettre en avant, à travers la dimension, le diamètre différent des cercles, quelles sont les sciences humaines et sociales qui sont les plus mobilisées sur la santé et plus spécifiquement en contexte épidémique. Et ici, comme vous le voyez, c'est bien l'anthropologie, du coup, qui ressort comme étant la plus mobilisée, et on verra pourquoi. Bien sûr, ces disciplines dialoguent entre elles. Voilà, on peut parler d'interdisciplinarité au sein des sciences humaines et sociales, mais aussi d'interdisciplinarité des sciences sociales envers les sciences biomédicales. Et vous verrez que ce mot interdisciplinaire est vraiment très cher à ma manière de fonctionner et ma manière de voir les choses, et que ce concept traversera tout l'ensemble de ma présentation. Je vais en faire d'ailleurs un petit point dans la slide suivante. Donc, l'interdisciplinarité, à mon sens, elle est omniprésente quand on veut travailler sur la santé. On ne peut pas rester cloisonné chacun dans sa discipline. Elle devrait, en fait, cette interdisciplinarité, être notre boussole quand on est un chercheur engagé dans la santé. Et elle devrait guider davantage nos programmes de recherche. On ne peut pas faire science seul, et il est nécessaire de nourrir toujours une forme de curiosité vers les disciplines alliées, c'est comme ça que je les appelle, les disciplines avec lesquelles on est appelé à collaborer dans le cadre notamment de la santé et de phénomènes comme la gestion des épidémies. Si cette question vous intéresse, je vous invite à écouter ce podcast qui a été réalisé par Cyrine Bouabid, qui est biologiste de formation et qui est actuellement en train de brillamment mener ses recherches postdoctorales à l'Institut Pasteur de Madagascar. Dans ce podcast interviennent mes collègues Frédéric Lemarcy, qui est à l'ENS de Lyon, et Hichem Benassine, qui était à l'Institut Pasteur de Tunis et aujourd'hui à Sofia en Bulgarie. Donc, vous pourrez retrouver ce podcast via les deux liens là si ça vous intéresse. Donc, slide suivante. Cela étant dit, je vous propose maintenant de plonger dans une analyse plus détaillée de ce qu'on entend par sciences sociales qualitatives. Pourquoi j'ai fait le choix de parler aujourd'hui des sciences sociales qualitatives? Tout d'abord parce que l'équipe santé, sciences sociales et moi-même, voilà, nous sommes clairement positionnés dans ce champ scientifique, mais aussi, puisqu'on parle ici de la gestion des épidémies, c'est donc une méthode qui est largement utilisée, la plus utilisée si on entend, si on lit la figure de Bardoche, dans la lutte contre les épidémies. Donc, la méthode qualitative n'est pas le monopole en fait des sociologues ou des anthropologues comme on pourrait l'imaginer. De plus en plus, des acteurs de la société civile, par exemple, mobilisent des méthodes qualitatives au sein, par exemple, d'associations ou d'ONG comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Ils utilisent en fait les méthodes qualitatives pour produire des données qui peuvent servir au plaidoyer pour appuyer leurs interventions en santé. Donc, aujourd'hui, on sait que ces méthodes qualitatives sont largement utilisées par différents profils, que ce soit des profils de chercheurs ou des non-chercheurs. Quelles sont les méthodologies non, c'est encore la slide d'avant, Léonard. Quelles sont les méthodologies qui sont mobilisées par les chercheurs en sciences qualitatives? Il y en a 3 essentielles, et puis je vais vous en détailler d'autres. On mobilise tout d'abord les entretiens qu'on peut appeler soit semi-directifs, soit entretiens ouverts, en opposition aux questionnaires et aux questions, au QCM, aux questionnaires par QCM, qui sont pour le coup fermés. Ces entretiens, en fait, se déroulent sous la forme en fait, d'un dialogue structuré, bien sûr, autour de différentes thématiques qui ont été au préalablement définies par le chercheur. Il y a toujours cette démarche inductive, c'est-à-dire qu'en sciences qualitatives, à l'opposé d'autres sciences sociales, on part du terrain pour construire la théorie et non l'inverse. Donc, quand on commence une étude qualitative, ou en anthropologie ou en sociologie, on peut s'attendre à avoir des résultats qui sont inattendus, qui ne sont pas prévus et qui n'ont pas été cadrés dans des hypothèses préalablement formulées. La seconde méthodologie, dont je vais vous parler maintenant et je vous parlerai dans la slide suivante, c'est l'observation qui est essentielle. Non, Léo, encore la slide d'avant, s'il te plaît. C'est donc l'observation qui est une méthode souvent mobilisée
pour faire la triangulation entre le discours, les pratiques, parce que comme on le sait, les discours et les pratiques ne convergent pas toujours. Les discussions groupées aussi sont souvent utilisées, ce qu'on appelle les focus group, souvent pour confirmer des hypothèses qui émergeraient des entretiens qualitatifs. Dans ces moments-là, les focus group, les discussions groupées sont organisées dans des groupes hétérogènes, donc que des hommes ou que des femmes, que des jeunes ou bien que des personnes plus âgées, dans l'objectif de limiter les rapports de pouvoir entre les différentes catégories de personnes. À côté de ces méthodes, bien sûr, le chercheur recense tout un tas d'informations dans la littérature grise qui lui sont nécessaires à la compréhension de la problématique. Par exemple, si un chercheur travaille sur l'hésitation vaccinale, il va analyser les registres vaccinaux qui sont disponibles au niveau de centres de santé. Mais il va aussi se plonger dans les registres sur les données nationales de couverture vaccinale. Si par exemple on travaille sur les soins obstétricaux, on va se plonger dans les registres de naissance, mais on va aussi aller voir au niveau des cahiers des sages-femmes traditionnelles ou des agents communautaires pour voir quels accouchements se déroulent à domicile. Donc, en gros, on multiplie les modes de production de données pour répondre le plus précisément possible à une question de recherche. Pour tout ça, et ça c'est très spécifique aussi aux sciences sociales qualitatives, on privilégie le temps long sur le terrain, ce qui permet l'intégration du chercheur dans le milieu dans lequel les données sont produites. Ça peut être par exemple le service d'un hôpital, une pharmacie, un centre de santé. On multiplie aussi les catégories de personnes avec lesquelles on va travailler. Par exemple, à nouveau, si on travaille sur les questions d'accouchement, on va interroger les parturientes, bien sûr, les agents communautaires, les femmes qui accompagnent la future maman, mais aussi la grand-mère qui détient, par exemple, à Madagascar, un rôle essentiel dans la petite enfance et dans la transmission de l'information autour des soins et de la maternité. Donc, les données sont collectées jusqu'à arriver à saturation. Qu'est-ce que c'est la saturation? C'est en fait un stade de l'enquête auquel on arrive quand les données qu'on produit se recoupent, que ce soit à travers des entretiens, à travers des observations. Et ça, on peut y arriver dans une fourchette qui peut aller de 40 à 150 entretiens. Tout dépend réellement de la thématique et des terrains. Slide suivante, Léo. Donc, les sciences sociales qualitatives sont souvent opposées aux sciences sociales quantitatives. Comme si elles étaient opposées, alors qu'en fait, elles sont, à mon sens, et c'est partagé par de plus en plus de chercheurs qui mobilisent la méthode mixte, d'ailleurs, dans leurs enquêtes, elles sont fortement complémentaires. Pourquoi? Parce que les limites des sciences sociales quantitatives se complètent par les sciences sociales qualitatives et inversement. Quand on fait une enquête quantitative, on a l'avantage d'avoir la comparabilité des données, et puis on peut avoir l'avantage d'avoir la représentativité des données. À l'inverse, quand on fait une enquête qui est qualitative, on a accès au contexte. Les données sont contextualisées. On n'a pas la représentativité, mais on a accès à des données plus holistiques, qui permettent de contextualiser les données qui sont produites. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'atout majeur des sciences sociales qualitatives, c'est qu'elles tiennent compte du quotidien tel qu'il est réellement vécu par les populations, ce qui ne ressort pas forcément des questionnaires ou des enquêtes quantitatives. Donc, on peut voir qu'il y a réellement une complémentarité des deux approches. Le quanti aura pour vocation à analyser des questions de prévalence, l'incidence des maladies, les facteurs de risque, tandis que les données qualitatives, elles, feront émerger les barrières à l'acceptation d'une intervention en santé, par exemple, les causes profondes de telle ou telle logique ou de tel ou tel comportement de recours aux soins, ou les stratégies d'adaptation des populations face à un problème donné. Passons maintenant à des exemples. Je vous propose 2 exemples pour démontrer cette complémentarité et faire ressortir les spécificités des méthodologies qualitatives. Slide suivante, Léo, s'il te plaît. Donc d'abord, je voudrais vous parler de la cartographie. J'ai choisi cette méthodologie parce qu'elle a un vrai potentiel, à mon sens, de faire émerger des données qui sont impossibles à collecter par des entretiens ou par des questionnaires. Elles font émerger, donc grâce à cet outil, la cartographie, on fait émerger ce qui ne se dit pas. Et c'est exactement pour cette raison qu'on a mobilisé cette méthodologie dans le cadre du projet MIARN, dont vous le voyez, le rapport qui est disponible en accès libre ici sur la gauche de l'image. Ce projet qui a été coordonné par mes collègues Élodie Chevalier et Fanzara Koutumanan
visait en fait visait l'amélioration de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et atteintes de tuberculose en milieu carcéral. 2 études majeures ont été réalisées dans ce projet, une étude dite opérationnelle, c'est-à-dire épidémiologique, qui visait à analyser la prévalence du VIH et de la tuberculose en milieu carcéral, et une étude anthropologique qui voulait documenter les parcours de soins des personnes vivant avec le VIH. Donc, de notre côté, on a réalisé une centaine d'entretiens semi-directifs, on a conduit des heures d'observation et en parallèle, on a donc cartographié l'itinéraire emprunté par les PV-VIH pour rejoindre l'infirmerie, parce que ces personnes devaient les rejoindre régulièrement pour récupérer les traitements antirétroviraux, mais aussi pour des consultations de routine, pour des consultations de dépistage et des consultations de suivi. Cette illustration qu'on voit ici et qui a été faite par la talentueuse Morgane Parisic qu'on a engagée pour illustrer notre rapport montre à quel point le parcours du combattant, le parcours thérapeutique pour les personnes en milieu carcéral est un parcours du combattant. Concrètement, cette cartographie nous a permis de mettre en valeur 2 choses. Nous a permis d'observer 2 choses qui ne sont pas ressorties ni de l'étude opérationnelle, ni des entretiens semi-directifs. La première chose, c'est les pratiques de corruption. Si la personne vivant avec le VIH devait rejoindre l'infirmerie, elle avait 5 ou 6 portes à passer et à chaque porte, il y avait des gardiens de porte qui pratiquaient la corruption. Ça, évidemment, ce sont des choses qui ne sont pas dites quand on fait une question à choix multiples ou même quand on pose des questions ouvertes, les personnes vont préférer parler de choses avec lesquelles ils sont plus à l'aise, donc moins sensibles. La deuxième chose qui est ressortie de cette cartographie, c'est le manque de confidentialité. C'est-à-dire qu'en fait, la personne vivant avec le VIH, pour rejoindre l'infirmerie, devait être munie d'un cahier du malade. Dans ce cahier du malade était noté le motif de consultation. Et ce cahier devait être signé à chacune des portes traversées pour aller jusqu'à l'infirmerie. À nouveau, je répète, du coup, il y avait parfois jusqu'à 5 portes, c'est-à-dire que 5 personnes, que ce soit des codétenus ou des agents pénitentiaires, avaient du coup accès au motif de consultation. Donc, il n'y a absolument aucune préservation de la confidentialité du statut sérologique des patients en milieu carcéral, ce qui est problématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a conduit à des pratiques de maltraitance des personnes, des codétenus, des personnes vivant avec le VIH, mais aussi à des pratiques de stigmatisation et à des échecs thérapeutiques. Parce qu'à Madagascar, le VIH reste un problème majeur en termes de stigmatisation des personnes à risque ou des personnes atteintes. Et le milieu carcéral, évidemment, vient renforcer ces difficultés. Donc, en gros, cartographier ces parcours de soins nous a permis de faire ressortir les pratiques réelles, en fait, de soins et qui sont très éloignées des pratiques prévues par les protocoles sanitaires en milieu carcéral. Ces données sensibles ont ensuite été transmises, bien sûr, au niveau des autorités sanitaires pour revoir et faciliter les itinéraires thérapeutiques de ces personnes déjà vulnérables. Pour ceux qui veulent en savoir plus, sur la slide suivante, Léo, j'ai mis une des publications du volet opérationnel et j'ai mis le lien vers une autre publication en transfert de connaissances sur le processus de recherche qui nous a conduits en milieu carcéral. Donc, à la slide suivante, je vais vous proposer un second exemple qui permet de voir la particularité et les apports des sciences sociales qualitatives dans la gestion d'un phénomène en santé. On a été approché en 2016 pour réaliser une étude sur les déterminants de la malnutrition chronique à Madagascar, sachant qu'ici, c'est un réel problème puisque 50% des enfants sont malnutris chroniques. À nouveau, 2 études ont été montées, une étude quantitative, une étude qualitative sur précisément les pratiques d'allaitement exclusif qui, comme je vous le rappelle, sont recommandées par l'OMS. L'allaitement exclusif est recommandé par l'OMS jusqu'aux 6 mois de la vie de l'enfant. Donc, des questionnaires ont été dispensés à 111 femmes pour le volet quantitatif, à 75 femmes. Nous avons réalisé 75 entretiens semi-directifs avec des mères, des soignants biomédicaux, etc.
Et ces données ont été complétées par une centaine d'heures d'observation. Donc, on a posté un couple d'enquêteurs juste à côté de la maison, juste à côté du ménage enquêté, du matin au soir, pour mesurer les fréquences et les durées de l'allaitement, mais aussi pour renoter systématiquement la consommation de tout aliment qui ne serait pas le lait maternel pour le jeune enfant. Rapidement, en fait, au cours d'ateliers de dialogue entre le volet Canty et Cali, on s'est rendu compte que les données du Canty et du Cali convergeaient autour de ce constat. Une majorité de femmes pratiquent l'allaitement exclusif. Donc ça, c'est ce qui est ressorti des entretiens qualitatifs et des questionnaires quantitatifs. Mais malheureusement, nos observations sont venues mettre un petit peu de bazar dans tout ça, puisqu'en fait, nos observations ont démontré qu'il y avait un réel écart entre ce que les femmes disaient, oui, on pratique l'allaitement exclusif, et les pratiques réelles, parce que dans les faits, les mères, en plus de nourrir au sein, leur donnaient une petite cuillère de thé ou bien une petite cuillère d'eau de riz, comme c'est l'habitude ici à Madagascar. Donc, on a questionné les mamans sur cet écart. Et en guise de réponse, elles nous ont simplement répondu que pour elles, oui, l'allaitement exclusif était bel et bien respecté parce que le riz n'était toujours pas introduit auprès de l'enfant. L'eau de riz et les petites cuillères de thé n'étaient pas considérées par les mamans comme étant contre-indiquées ou non recommandées ou aller à l'encontre de ce qui était recommandé. Par contre, ce qui était important pour elles, c'était de ne pas intégrer de riz dans les repas de l'enfant. Donc, on le voit bien, on n'a pas tous la même compréhension des choses. On n'a pas tous la même compréhension des phénomènes. Ça peut apporter un grand biais dans la recherche. Parce que si on s'était arrêté au questionnaire, si on s'était arrêté aux entretiens, on aurait eu, comme résultat de notre enquête, une quasi-totalité des mères qui pratiquent l'allaitement exclusif, ce qui est faux et ce qui conduit à des messages de sensibilisation qui ne sont pas adéquats et à des interventions en santé publique qui ne sont pas adéquats non plus. On le sait, ces écarts sont très fréquents. Ce n'est pas une volonté forcément de mentir. Parfois, c'est une envie de se conformer dans cette relation d'enquête qui est assez spécifique à ce qui est attendu de nous. On appelle ça d'ailleurs le biais de désirabilité sociale. On a tous cette envie de plaire à celui ou à celle qui pose des questions, d'abonder dans son sens. Parfois, ça peut aussi s'expliquer par une forme de lassitude au bout d'une heure d'entretien, quand cet entretien vient interrompre une activité qui est urgente pour le ménage, par exemple. On se souvient tous, pendant des consultations avec notre médecin traitant, d'avoir exagéré nos pratiques sportives pour paraître plus actifs face à notre médecin traitant. Et on a tous répondu non à la question « Êtes-vous fumeur ?» vous rassurant dans votre fort intérieur que le fait de fumer une cigarette par jour ne fait pas de vous un fumeur. Donc, en complément à la collecte de données par entretien, les observations permettent donc d'assurer qu'il y ait une triangulation des données et d'assurer une analyse des écarts entre les pratiques normatives, celles qui sont données dans les discours, et les pratiques officielles, et les normes pratiques, celles qui sont réalisées réellement sur le terrain. Ça donne donc accès à des pratiques réelles, ça permet de documenter les rapports de pouvoir, par exemple, qui ne sont pas forcément visibles dans les entretiens. Vous verrez ici la référence d'un papier qu'on a coécrit avec des collègues à ce sujet. Passons à la slide suivante. Donc, maintenant, je voudrais rentrer dans toute la question du contexte historique du déploiement des sciences humaines et sociales dans le champ de la santé. Parce que depuis l'émergence des premières pandémies, plusieurs disciplines comme la virologie, l'immunologie se sont développées pour participer à la lutte contre ces épidémies. On a vu par exemple au début du XXe siècle la virologie commencer à s'atteler à ce sujet comme étant un sujet de recherche et l'épidémiologie de terrain par exemple dans les années 70-80 s'est emparée elle aussi de la gestion des épidémies comme un terrain scientifique. Du côté des SHS par contre, c'est l'épidémie de VIH qui a marqué un tournant et qui a marqué vraiment l'ancrage et le lien des sciences humaines et sociales avec les sciences biomédicales. J'ai choisi d'illustrer cette slide et ce lien entre les deux par un des ouvrages de Peter Piot, qui est une des figures centrales de la lutte contre le VIH, parce que son positionnement, si vous le connaissez un petit peu, j'imagine que oui, son positionnement est clairement posé, et dès le début de l'épidémie de VIH, en faveur d'une approche interdisciplinaire incluant les sciences humaines et sociales pour la lutte contre le VIH. Une trentaine d'années plus tard, Ebola, donc à partir de 2014, Ebola constitue un nouveau tournant pour le développement des sciences humaines et sociales, une reconnaissance accrue des apports des sciences humaines et sociales à la gestion des épidémies.
Tout ça a été confirmé par le Covid, qui, comme on le sait d'ailleurs, dans les pays comme par exemple la Belgique ou la France, les comités de gestion multisectorielle de la crise sanitaire étaient entre autres composés de chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc, rentrons maintenant plus en profondeur dans la slide suivante du lien entre sciences humaines et sociales et VIH. Je vais d'abord commencer par vous parler du VIH et ensuite d'Ebola. Donc, en fait, l'épidémie de VIH a été comment dire, une révolution dans ce lien interdisciplinaire parce qu'en fait, elle a permis d'instaurer un dialogue qui existait déjà, hein, bien sûr, entre les sciences biomédicales, les praticiens de la santé et les sciences humaines et sociales. On a à ce moment-là découvert l'importance d'un regard pluriel sur la santé et ça apparaît comme une évidence. Vous verrez ici un ouvrage de Paul Farmer, qui est un médecin anthropologue qui a enseigné à l'université de Harvard. Ce livre est fondateur aussi dans le lien entre VIH et SHS. Et il a mis en avant à travers ce livre la nécessité de combiner différentes sciences différentes pour combattre efficacement contre les épidémies, parce qu'il ne s'agit pas que du VIH dans cet ouvrage. Alors, je vais vous donner 2 exemples très concrets dans le cadre du VIH. D'apport des SHS. Le premier exemple porte sur l'émergence d'une catégorie de patients qu'on appelle les patients experts. Ces patients experts font en fait apparaître un autre rapport au savoir médical. Pour la première fois, le patient devient un partenaire dans la relation de soins, un acteur de son traitement. Cette notion est d'ailleurs très rapidement intégrée dans les programmes en santé recommandés à l'échelle internationale, notamment par l'OMS. Ça crée une vraie révolution dans ce lien du rapport aux soignants aux soignés qui était jusque-là marqué par une forte asymétrie puisque les soignants étaient les sachants et les patients étaient ceux qui reçoivent l'information et qui doivent du coup se soumettre à des injonctions biomédicales. Avec le VIH et le militantisme et toutes les associations activistes, les patients deviennent experts et cela change tout dans la relation de soins. Un deuxième exemple tiré du VIH concerne l'observance cette fois. Les médecins et les paramédicaux se rendent compte en fait rapidement qu'il y a des problèmes d'observance au traitement pour les personnes vivant avec le VIH. Ça conduit à des échecs thérapeutiques. Les raisons de ce décrochage thérapeutique sont nombreuses et ont été largement documentées par des chercheurs en sciences sociales et ça relève de la stigmatisation, l'auto-isolement, la perte de confiance, tout un tas de raisons qui font qu'en fait la personne vivant avec le VIH sort de la file active. On réalise donc au début des années 90 que l'observance des personnes vivant avec le VIH aux traitements antirétroviraux dépend non seulement de tout un tas de raisons qui sont biomédicales, par exemple l'acceptation du traitement, voilà, mais aussi l'expérience subjective des acteurs, la relation de soins des PV-VIH avec leurs médecins référents. Suite à ces constats, un travail important a été réalisé sur la diffusion d'informations autour du VIH pour diminuer la stigmatisation, sur le renforcement de la qualité du lien entre soignants et soignés, prenant en compte non seulement des aspects du soin, mais aussi du care, qui vient bien au-delà du soin biomédical. Donc, le VIH a vraiment contribué à apporter une réponse nécessaire sociale à côté des réponses biomédicales et a profondément transformé les approches de santé politique et la gestion des crises sanitaires. Donc les SHS, au moment du VIH, au moment du début de l'épidémie de VIH, ont fourni des cadres, des outils, des méthodologies qui ont d'ailleurs permis par la suite de mieux se préparer à d'autres épidémies comme Ebola, Zika ou le Covid-19. Vous voyez ici un papier qu'on a écrit sur toutes ces thématiques-là avec une partenaire, avec une collègue, Dolores Pourrette, de l'Institut de recherche pour le développement. Alors, à la slide suivante, je vais vous parler maintenant d'Ebola, comme étant une épidémie qui a été très emblématique aussi dans la recherche d'interdisciplinarité, incluant les sciences humaines et sociales. On se souvient tous d'avoir vu ces équipes de sensibilisateurs de médecins du monde qui ont été largement refoulées par les populations parce qu'elles étaient totalement résistantes aux messages qui ne faisaient pas écho en fait avec les populations. Donc, voilà, ici je vais faire un point plus spécifiquement sur
comment les chercheurs en SHS se sont mobilisés pour faire face à Ebola aux côtés des autres praticiens en santé ou d'autres chercheurs. Donc, il y a deux engagements majeurs des SHS aux côtés des autres acteurs. Le premier, c'est bien sûr la recherche. L'objectif et la mobilisation des chercheurs en sciences humaines et sociales était pour produire des connaissances, pour mieux appréhender les épidémies. Il y a eu tout un tas de recherches qui ont été menées sur les interprétations culturelles de la maladie pour mieux comprendre les itinéraires thérapeutiques. Il y a eu aussi les travaux en Guinée, notamment du Serfig et de Frédéric Lemarcy, autour de l'analyse des liens de parenté pour mieux documenter les chaînes de transmission, etc., etc. Le deuxième engagement fort des chercheurs pendant l'épidémie d'Ebola, ça a été dans le rôle de médiateur culturel, pour faire un rôle de médiation entre les praticiens et les populations. Dans ce cadre-là, je voudrais juste évoquer rapidement l'exemple qui va vous parler certainement de gestion mortuaire des personnes décédées des suites d'Ebola. Parce que, comme on le sait, les rituels funéraires impliquent des contacts physiques avec les défunts et ont été rapidement identifiés comme étant un facteur de transmission. Il fallait donc trouver une réponse efficace nécessitant de respecter tout à la fois les croyances, mais en limitant le risque de transmission pendant les enterrements. Les anthropologues ont rapidement, en 2014, commencé à documenter les premières réactions des refus de soins qui s'expriment rapidement en 2014, notamment en Guinée. Les familles cachent les malades tentent de fuir les hôpitaux. C'est des choses qu'on a vues également pendant l'épidémie de peste ici à Madagascar. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on sait de la maladie suscite la peur, et cette peur est renforcée, et c'est totalement compréhensible, par les équipements de protection individuelle des soignants qui coupent la relation et qui isolent le malade de tout contact humain, en fait. Les rumeurs, en plus, à ce moment-là, commencent à circuler. Les premiers messages de santé publique diffusés dans la sous-région renforcent la stigmatisation en soulignant le risque que représentent les personnes qui ne se soumettent pas au protocole sanitaire. À ce moment-là, des anthropologues sont mobilisés pour travailler à côté des praticiens en santé, mais aussi des acteurs ministériels de la santé pour toute la gestion des rites mortuaires, dans l'objectif d'élaborer des protocoles d'enterrement dignes et sécurisés qui consigneraient à la fois les impératifs sanitaires et les impératifs culturels. On voit donc, à travers ces deux engagements, à quel point les anthropologues et les chercheurs en sciences humaines et sociales peuvent revêtir vraiment des casquettes qui sont totalement différentes aux côtés des chercheurs ou aux côtés des praticiens ou aux côtés des médecins qui sont en première ligne. À la slide suivante, je vous fais un bref résumé de cette première partie qui montre donc qu'il y a un réel continuum, en fait, à la fois dans les thématiques et dans les méthodologies. J'espère que maintenant, vous aurez compris pourquoi parler de tuberculose et de VIH en milieu carcéral fait sens, même, ou de paludisme et d'allaitement, même dans une présentation qui parle de l'anthropologie et des sciences humaines et sociales appliquées à la gestion des épidémies. On voit en fait qu'il y a une réelle continuité des thématiques, mais en fait une réelle continuité aussi dans les formes d'engagement des chercheurs experts en sciences humaines et sociales aux côtés des acteurs de santé. Et il y a juste une chose qui est modifiée, bien sûr, c'est les méthodologies. Les méthodologies ont été mises à mal, les méthodologies classiques d'insertion, comme je pouvais vous le dire, ou d'entretien semi-directif, ou de focus group, tout ça, évidemment, a été mis à mal, notamment pendant l'épidémie de Covid, parce que distanciation sociale, parce que gestion du risque, et donc il a fallu se réinventer des nouvelles manières de produire des données sur la base des méthodologies classiques. Et ça, on en parle largement avec les collègues dans le MOOC auquel j'espère que vous vous inscrirez tous sur SHS et gestion des épidémies. Donc, à la slide suivante, je vais passer maintenant à, alors c'est pas 2, c'est 1, excusez-moi, il y a une erreur sur la slide, à un défi qui reste majeur dans le fait de faire science ensemble, notamment dans la gestion des épidémies. Parce qu'à mon sens, et Léo, tu peux déjà mettre les 3 points, s'il te plaît, à l'animation. Voilà. À mon sens, il y a trop d'occasions manquées d'interdisciplinarité, ce qui conduit à des risques d'instrumentalisation des sciences humaines et sociales.
Et pourquoi est-ce que j'en parle ici dans une présentation qui porte sur la gestion des épidémies? C'est parce qu'on le sait tous, pour être chercheur, on a tous tenté, pendant le Covid notamment, de capter des financements dans un temps qui était très court. Je me souviens par exemple de l'ANRS Flash, dont l'appel était sorti au mois de mai, pour lequel il fallait qu'on se positionne le 10 juin. Et donc, ça nécessitait qu'on construise des programmes de recherche très actuels, innovants, dialoguants, tout ça dans un temps hyper court. Donc, l'instrumentalisation des sciences humaines et sociales dans les programmes en santé se situe à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est, à mon sens, cette instrumentalisation émane des programmes humanitaires et des programmes de développement. Ces programmes soutiennent souvent des approches pour favoriser, pour faciliter le changement de comportement, pour faire du social behavioral change, la communication pour le changement de comportement, toutes ces thématiques qui instrumentalisent la recherche à des visées très pragmatiques de changement de comportement, alors que ce n'est absolument pas le rôle de la recherche ni des sciences humaines et sociales d'arriver à un changement de comportement, au contraire. Le chercheur en sciences sociales est alors mobilisé, non pas pour sa capacité à faire de la recherche, mais pour la visée de changement de comportement. On lui demande de décrypter la réalité pour parvenir à mieux orienter les individus vers des bonnes pratiques, comme s'il existait des bonnes et des mauvaises pratiques, le risque étant alors la simplification excessive de problèmes complexes qui conduisent à l'échec des interventions en santé publique. Donc ça, à mon sens, c'est vraiment la première instrumentalisation des sciences humaines et sociales qui présente des gros défauts. La deuxième instrumentalisation peut se faire par les bailleurs de la recherche. Ces bailleurs de la recherche, parfois, mobilisent des équipes pour poser une question très, très précise et pour lesquelles, en fait, ils ont déjà des hypothèses qui sont préalablement posées, ce qui, comme on l'a compris, si vous m'avez bien écouté, est complètement en contradiction avec les sciences inductives et les sciences sociales qualitatives. Par exemple, on a eu un exemple de coopération bilatérale qui nous a sollicité pour documenter des comportements d'hésitation vaccinale. Et pour assurer la réussite de leur programme de santé, ils ont donc mobilisé des chercheurs en SHS. La commande a été faite, voilà, on voudrait une étude sur les obstacles à la vaccination du point de vue des populations, sans interroger ce qui, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau de la communication, au niveau structurel, pourrait faire défaut. On a vu, par exemple, un autre exemple des demandes qui visent à documenter le mésusage des médicaments pharmaceutiques industriels par les populations ou les pratiques de recours au marché informel, sans que soit questionné le système pharmaceutique dans son ensemble, ni ce que pourraient bien faire toutes ces personnes qui ont recours au marché informel si, pour des raisons notamment pour des raisons budgétaires, si ce marché informel n'existait pas. Donc, en d'autres termes, une question précise est posée, une population est visée. Cela conduit à une orientation sélective de la recherche et à des biais importants dans les résultats. Donc ça, c'est la deuxième instrumentalisation. La troisième, et il y en a 4, c'est un risque qui provient cette fois des systèmes de financement de la recherche. Comme je le disais tout à l'heure, parfois on se situe dans un moment où on doit répondre à un appel d'offres rapidement, et donc le programme est rapidement construit. De plus en plus de bailleurs, et ça c'est tant mieux, conditionnent leurs appels à financement par l'intégration d'approches visant l'inclusion d'un volet, d'un work package, d'une composante en sciences humaines et sociales. Tout ça pour rendre leur projet plus innovant, plus réflexif, plus inclusif, plus intégré. Mais ce volet de la recherche en SHS, s'il est exigé par les organismes de financement, il est très assumé derrière qu'une grande part des moyens, et donc également des possibilités d'émergence de résultats féconds, ira plutôt vers les volets biomédicaux, parce qu'on considère qu'en sciences humaines et sociales, finalement, on n'a besoin que d'un carnet et d'un crayon pour faire science, là où d'autres sciences ont besoin d'un plateau technique très élaboré. Donc, on va découper les financements de manière à ce qu'à la fin, les sciences humaines et sociales soient ce qu'on dit souvent le parent pauvre de la recherche. La dernière instrumentalisation provient cette fois des chercheurs issus d'autres sciences de la santé. Donc, c'est dommage qu'il y ait un manque d'interaction parce que là, si on était face à la salle, je demanderais qui est médecin, qui est biologiste, qui est parasito, qui est immunologiste. J'aimerais bien savoir qui est mon public, mais voilà, on va partir du principe qu'on est un public très hétérogène, bien sûr. Mais donc, cette instrumentalisation qui vient de la part des chercheurs en sciences sociales se fait notamment au moment de la construction des projets de recherche.
par exemple, nos pairs virologistes ou épidémiologistes nous demandent d'intervenir dans la construction, le design d'un projet, souvent à un moment où ces derniers se retrouvent face à une limite qui est provoquée soit par la nature de la population qui est ciblée, par exemple quand les personnes sont considérées comme vulnérables, comme les utilisateurs de drogues injectables, les travailleuses de sexe, des femmes qui sont passées à travers des complications d'avortement, etc., soit par la définition même de la question de recherche. On pense par exemple aux recherches sur les infections sexuellement transmissibles où les populations d'enquête peuvent être toutes les personnes que j'ai citées et qui sont peu facilement accessibles finalement par les chercheurs dans leur bureau. Une question de recherche est dite sensible peut conduire aussi à nos collègues à nous mobiliser. Donc, c'est face en fait à l'impossibilité de décrypter un comportement, une tendance, que les anthropologues ou les social scientists sont appelés au renfort. Le chercheur enfile alors sa casquette de détective du social et a tout intérêt à trouver des solutions aux problèmes posés s'il veut garder sa légitimité au sein du programme de santé. Les SHS sont dans ce cas considérés comme des boîtes de Pandore pour résoudre des problèmes et donner accès à des populations compliquées. On va également, par exemple, mobiliser les anthropologues pour interpréter des données quantitatives quand les résultats sont contre-intuitifs. Tiens, mon tableau m'indique ce résultat qui est totalement contre-intuitif, on va appeler les anthropologues. Ou pour expliquer, par exemple, des corrélations entre des variables qui vont à l'encontre de tout ce qu'on avait imaginé au moment du développement du questionnaire quantitatif. Donc, on observe trop souvent la mobilisation des sciences humaines et sociales à la fin d'un processus de développement d'un projet. Donc, la question qui est posée est parfois fait sens pour les disciplines qui sont en réflexion, mais ne couvre pas l'ensemble des réponses qui pourraient être données dans une perspective interdisciplinaire. Par exemple, on a vu des questions de recherche visant à trouver un remède contre un virus ou bien à soulager des effets négatifs à travers la réponse médicale ou encore à caractériser la performance d'outils diagnostiques, intégrer des volets qualitatifs. Mais forcément, la réponse qui sera apportée par les volets qualitatifs sera à côté de ce qui est attendu dans les termes de référence de l'étude, puisque la question n'aura pas été coformulée. On voit ici, donc, en fait, une forme d'hégémonie des sciences biomédicales sur le reste des sciences de la santé. Cette opposition dont on parle souvent, les sciences dures, les sciences molles, les sciences exactes, les sciences inexactes, c'est comme s'il y avait une espèce de féminisation finalement des sciences humaines. Donc l'instrumentalisation présente à mon sens deux risques majeurs et qui sont dommageables pour nous en tant que chercheurs, mais aussi pour nous qui avons quand même la volonté opérationnelle d'impulser une amélioration sur le terrain. Le premier risque, c'est l'échec des programmes de recherche. On a tous en tête, on a tous contribué à des programmes dits interdisciplinaires qui articulent des work packages de disciplines différentes, mais avec une portée mineure. Donc, on a tous, selon nos temporalités, selon les exigences, nos défis dans nos propres disciplines. Donc, on ne va pas prendre le temps de faire le pont avec les autres disciplines parce que ce n'est pas prévu dans les chronogrammes ou parce qu'on rencontre nous-mêmes tellement déjà de difficultés qu'on n'a pas le temps de ce dialogue. Le second risque de cette instrumentalisation, c'est que ces programmes-là, qui sont finalement mal réfléchis parce que pas co-construits, font perdre la valeur épistémique des sciences sociales. Et c'est souvent le cas dans le domaine de la santé. On arrive tout doucement à la fin de ce webinaire et à la slide suivante. Comme il s'agit d'un webinaire qui est co-organisé par le département de l'enseignement, l'Institut Pasteur de Paris, l'association des anciens élèves de l'Institut Pasteur, je voulais terminer mon intervention sur les différents héritages légués au Pasteur Network par ces initiatives depuis une dizaine d'années au sein du Pasteur Network. Tout d'abord, je voulais vous présenter plus en détail l'équipe santé et sciences sociales, qui a été donc la mienne pendant une douzaine d'années, mais qui finalement sera toujours un peu la nôtre, qui est une équipe pionnière dans le développement des sciences humaines et sociales au niveau du Pasteur Network. Donc, sur les 12 années, on a conduit 23 projets. Il y a 3 thèses qui ont été réalisées, dont la mienne, que j'ai soutenue en 2017, et celle de Elio, qui l'a soutenue il y a 2-3 ans, 2021, je pense.
L'encadrement de 5 masters et plus de 25 publications dont vous voyez les titres ici à droite portant autour des 3 thématiques dont Clémentine vous a parlé dans la présentation. Cette équipe, en fait, est inédite au sein des Instituts Pasteur parce que depuis sa création, on fait bouger les lignes, on implante un nouveau paradigme en fait au sein de la vieille grand-mère qu'est l'Institut Pasteur, qui est un institut en fait de santé publique dont c'est pas le cœur de métier. Si les sciences humaines et sociales s'imposent depuis plus de 40 ans dans le paysage de la santé publique, ce n'est que récemment finalement que les Instituts Pasteur commencent à développer des programmes intégrant des dimensions sociales. Et d'ailleurs, avec Hicham Benassine et Cyrine Bouabid, on a coécrit un papier qui décrit ce cheminement et qui est en cours de publication, dont on ne manquera pas de vous transmettre la version finale une fois qu'elle sera sortie. Donc, cette équipe, évidemment, ne fonctionne pas seule. Au sein du Pasteur Network, on a monté ces dernières années de nombreuses collaborations avec l'unité d'anthropologie et écologie de l'émergence des maladies à Paris, l'équipe de Tamara Gilles-Vernick. Bien sûr, donc on a aussi monté beaucoup d'initiatives avec l'unité spécialisée communication, sciences et société de l'Institut Pasteur de Tunis, qui était coordonnée par Hicham Benassine jusqu'en janvier 2023 et depuis par Myriam Belghit, ou encore de nombreuses collaborations aussi avec le département de formation du CERMES et d'autres encore dont je parlerai juste dans 5 minutes. D'autres instituts suivent notre mouvement d'institutionnalisation, de construction des équipes qui sont structurées finalement autour d'organigrammes, qui sont positionnés à l'échelle internationale, comme l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et l'Institut Pasteur de Bangui aussi, et d'autres bien sûr. Donc à la slide suivante, je vais vous faire juste le bref récit de l'évolution de nos initiatives en SHS jusque dans le Pasteur Network. Sur la gauche, vous voyez le projet RIPER. Donc en 2019, au début de la pandémie ou en 2020, on nous contacte pour coordonner un work package dédié à la recherche qualitative au sein d'un programme de recherche multisitué et pluridisciplinaire portant sur le dépistage du Covid. Ce projet nous permet de découvrir, en fait, donc au-delà bien sûr de la science, on a fait une recherche sur les comportements de compliance des populations envers les modalités de prévention, toutes les mesures de prévention. Mais au-delà de la recherche, ce projet nous permet de découvrir qu'il y a un vrai potentiel en fait en termes de sciences humaines et sociales, qu'on n'est pas seul ici à Madagascar à faire des sciences humaines et sociales, qu'il existe dans les 10 instituts, ou en tout cas dans 7 sur les 10 d'instituts d'Afrique francophone, des équipes dédiées à la recherche en SHS, plus ou moins structurée. Certaines équipes, comme par exemple à l'Institut Pasteur de Tunis, mobilisent à travers des conventions de collaboration avec les universités, des anthropologues pour réaliser et conduire des études anthropologiques. Les perspectives s'ouvrent donc enfin. En 2021, quand cette collaboration se termine, on veut aller plus loin, on ne veut pas s'arrêter là, et on est soutenu dans cette démarche d'institutionnalisation par le Pasteur Network, on organise dans la foulée, avec l'Institut Pasteur de Tunis et l'Institut Pasteur Paris, une action coup de poing pour les SHS dans le réseau, qui était notre cours sur les dimensions sociales des épidémies. Bon, l'affiche est un peu étirée, je m'en excuse, mais donc on voit ici notre affiche, plus le livre qui a servi de base de ressources pédagogiques pour les différents modules qui ont été dispensés pendant cette semaine-là et qui ont été développés dans le cadre de Sonar Global, le programme européen, par les équipes de Transvimi de l'IRD et le réseau RAEE, Anthropologie des maladies émergentes. Ce cours a été un grand succès, a rassemblé une trentaine de chercheurs en sciences humaines et sociales, provenant de 11 instituts, centres de santé basés en Afrique francophone, et nous a permis de poser le constat de la nécessité de renforcer les capacités et de vraiment contribuer à la formation d'une nouvelle génération d'anthropologues potentiellement mobilisables dans la gestion des épidémies. Et donc, en 2023, encouragé par le pôle des opérations au niveau de la direction internationale de l'Institut Pasteur à Paris, on s'est engagé dans la création, le développement d'un projet qui s'appelle Alliance SHS Afrique, et qui est le premier projet entièrement dédié aux sciences humaines et sociales au sein du Pasteur Network. Ce projet rassemble les partenaires de l'Institut Pasteur de Dakar, l'Institut Pasteur
de Tunis, le CERMES au Niger et le CERMES au Niger et l'Institut Pasteur de Madagascar. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Donc, pour construire ce projet, 3 actions, en fait, au départ. Donc, on a voulu vraiment mettre l'emphase sur 3 actions qui nous semblaient essentielles. La première action, c'est la recherche, bien sûr, portant sur une thématique commune aux 4 pays partenaires et qui permet de documenter les effets de l'impact du Covid sur les dispositifs vaccinaux dans nos 4 pays partenaires. Donc, Sénégal, Tunisie, Madagascar et Niger, comme je l'ai déjà dit. La deuxième action qui nous a semblé prioritaire, elle naît du constat qu'on a posé plusieurs fois et avec nos collègues plus généralement, besoin de renforcement de capacité, observé donc dans RIPER et pendant le cours sur les dimensions sociales. On veut donc, dans le cadre de ce projet, donner une réelle dimension de renforcement de capacité méthodologique qui se traduit par la mise en place, par le développement d'une boîte à outils méthodologique destinée aux praticiens de la santé, aux enseignants-chercheurs, aux étudiants, à toute personne qui est amenée à collaborer ou à conduire de la recherche qualitative en santé. On y trouve notamment les conférences, toutes les conférences de notre cours sur les dimensions sociales y seront, un cycle de webinaires sur la démarche scientifique, nos modules de formation dispensés en avril dernier, mais aussi le MOOC dont on parlera juste un peu plus tard. Enfin, la troisième action et la dernière action de ce projet qui nous tenait particulièrement à cœur, c'était de maintenir ce réseau émergent des sciences humaines et sociales dans le Pasteur Network. L'objectif par ce réseau, ce n'est pas de construire un énième réseau, bien sûr, c'est de travailler avec les réseaux existants et les partenaires existants, à faciliter les montages de projets, à créer une communauté de pratique autour des sciences sociales et de la santé. Je voudrais du coup maintenant conclure sur quelques éléments qui me paraissent être des conditions essentielles pour construire un environnement favorable à une réelle interdisciplinarité. Donc à la slide suivante, s'il te plaît Léo. Donc, on mettra celle-ci après, si tu veux bien, Léo, puisqu'on a décidé qu'on mettrait... Voilà. Donc, d'abord, co-construisons. Co-construisons dans une démarche participative, que ce soit la problématique, que ce soit le terrain, les méthodologies, les résultats, co-construisons. Et pour ce faire, en fait, il faut prévoir absolument, dans les programmes de recherche, dans le chronogramme des projets de recherche, en amont, des temps de pause pendant lesquels les différentes disciplines peuvent dialoguer et peuvent réellement s'insérer l'une dans l'autre. Parce que si la SAS, l'équipe santé sciences sociales, a réalisé 23 projets, j'ai en tête vraiment deux projets, deux exemples de réussite interdisciplinaire. Pour le reste, c'est quand même globalement compliqué encore de faire de l'interdisciplinarité. Il faut, à mon sens, pour ça, continuer de nourrir la curiosité de ce qu'on ne connaît pas. On reste trop souvent cadenassé dans ce qu'on connaît. On a trop souvent peur, finalement, ou on est trop pris par des calendriers qui sont souvent dans l'urgence pour s'intéresser réellement aux autres disciplines avec lesquelles on travaille. Et enfin, pour terminer sur un petit mot que Antoine Gessin a dit pendant sa présentation du 9 novembre sur MPOC, bon, malheureusement, la gestion des épidémies, c'est une histoire sans fin. Donc, autant dès maintenant prendre le pli d'une réelle interdisciplinarité, de réelles pratiques de dialogue, sans lesquelles on arrivera difficilement à faire de la recherche en santé qui porte des fruits. Donc, je voudrais terminer ma dernière slide en faisant des remerciements. Alors, je voudrais remercier d'abord l'Institut Pasteur de Madagascar et l'équipe Santé et Sciences Sociales avec, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, mais je vais quand même tenter, avec Cyrine Bouabid, Eliora Koutouman et tous les collègues qui m'ont soutenu. Et c'est en fait, tout simplement, je voudrais remercier toutes ces personnes alliées dans cette révolution paradigmatique et en fait dans ce changement de culture organisationnelle au sein du Pasteur Network et dans les instituts, dans la vision de la santé de manière générale. Merci bien sûr aussi à l'Institut Pasteur de Tunis, plus spécifiquement à Hichem Benassim, qui est aussi mon grand partenaire aux côtés de Cyrine Bouabid, mes alliés dans cette révolution paradigmatique. Et Myriam Bellit qui a repris du coup la tête de l'unité spécialisée, sans parler bien sûr de mes collègues anthropologues, Ayet Moussa, Anen Shelby, et puis Dora Wider, et toutes les personnes avec qui on collabore régulièrement au niveau de l'Institut Pasteur de Tunis. Ensuite,
À l'Institut Pasteur Paris également, je voudrais remercier vraiment chaleureusement le pôle projet, la direction internationale, parce que pour réaliser des grandes révolutions, il faut des moyens et c'est sûr que le pôle projet, le pôle des opérations est particulièrement efficace pour tout ça et très soutenant. La direction de l'enseignement à travers du coup Clémentine et Monica Sala et Dominique Franco, et bien sûr Leonardo aussi, Odile, toutes ces personnes avec lesquelles on collabore dans le cadre du MOOC et qui m'ont donné la parole aujourd'hui. Le CRCF au Sénégal avec le docteur Koudiasso, avec Delphine Bousseau, Hélène Agnès, toutes les collègues avec lesquelles on travaille. L'Institut Pasteur de Dakar et plus spécifiquement l'unité de renforcement des systèmes de santé avec Karel Pellé et Mami Yassine Mbodj, avec bien sûr le centre de recherche médicale et sanitaire au niveau du CERMES avec Maman Abdou Marou et Balkissa Ibrahim, l'équipe Renard qui a fait des feux d'artifice aussi dans nos têtes et qui nous a permis de faire des liens entre la pratique, entre la recherche et les milieux pratiques à travers l'approche du transfert de connaissances, pour ne citer que deux personnes, Christian Dagenet et Aurélie. L'Institut Pasteur à Paris avec l'équipe de Tamara Gilles Vernick et bien sûr aussi Léonard Eyerdal qui est notre allié aussi dans tout ça. Le réseau Anthropologie des épidémies émergentes avec Alice Desclos qui nous soutient également dans le projet d'Alliance SHS. L'Institut de recherche pour le développement avec le CEPED de Dolores Pourrette qui était ma directrice de thèse et qui était aussi une des premières à ma gauche ou à ma droite, enfin, avec moi pour travailler à l'Institut Pasteur de Madagascar. Et le laboratoire Transvimi qui nous a mis à disposition les ressources pédagogiques précieuses pour nous aider dans le renforcement de capacités. Et bien sûr, il y a d'autres instituts comme l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, le CERFIG, le LASDEL avec Jean-Pierre Olivier Tardan qui reste la référence culte dans tout ce que je viens de dire maintenant. Et j'espère que je n'oublie personne, mais certainement, parce qu'on ne résume pas 15 ans d'une vie en 2 secondes. Et je voudrais terminer maintenant par vous simplement toucher un petit mot à propos du MOOC. Nous vous invitons dans ce MOOC à explorer comment les disciplines des sciences sociales jouent un rôle essentiel dans la préparation et la réponse aux épidémies. Vous développerez une compréhension approfondie des défis liés à l'interaction entre les sciences humaines et sociales, les sciences de la santé et la médecine. Explorez les méthodes de production de données qualitatives à l'épreuve de l'urgence, tout en maintenant une rigueur éthique dans la recherche. Apprenez à traduire les résultats scientifiques pour favoriser la prise de décision éclairée en santé publique. Rejoignez-nous pour accueillir les compétences nécessaires à la compréhension des épidémies en tenant compte des contextes et des besoins locaux. Développé par les partenaires du réseau de sciences humaines et sociales du Pasteur Network, ce MOOC apporte des ressources inédites dans le domaine des sciences humaines et sociales appliquées à la gestion des épidémies. Ce MOOC vous offre l'accès à des vidéos d'experts et à des quiz qui vous permettront d'évaluer votre apprentissage, un forum pour discuter avec vos pairs, une live session où vous pourrez poser vos questions et la possibilité d'obtenir un certificat. Si vous êtes étudiant ou chercheur en sciences humaines et sociales ou en sciences de la santé, si vous êtes personnel de santé, impliqué dans les agences internationales ou si vous êtes un acteur opérationnel dans la gestion des épidémies, ce cours est fait pour vous. Chiarella Materne, Hichem Benassine, Cyrine Bouabid, les directeurs de ce MOOC, vous souhaitent un excellent parcours. Inscrivez-vous dès maintenant pour rejoindre notre communauté de chercheurs et de professionnels et devenir un acteur clé dans la réponse aux épidémies. Mais je voudrais remercier d'abord Chiarella, Cyrine aussi, Avec joie. l'équipe du pôle numérique, bien sûr, et ensuite tous les participants qui nous ont suivis. Il y en avait au moins 278 qui étaient connectés en même temps. Merci beaucoup à vous Oui, tous et à vous toutes. Au revoir. merci à tous et rejoignez-nous sur les activités du réseau Alliance SHS. Avec joie de vous revoir bientôt. Au revoir, merci beaucoup.